En définitive, les plus grandes périodes d'innovation sont des périodes d'interdisciplinarité. Monsieur Lovera a parlé tout à l'heure donc de poètes, de peinture, de tennis. Et il est vrai que par nos enseignements, nos spécialités, nous avons tendance à très vite nous spécialiser. En ce qui concerne mon parcours, c'est pas le plus intéressant ici, mais en fait, j'ai un bac scientifique et technique. Je me destinais à être ingénieur. Et arrivé en classe préparatoire, comme j'aime à dire, j'ai découvert le monde de Bourdieu avant de connaître personnellement Pierre Bourdieu du Collège de France. Donc ça m'a pas plu du tout et je suis parti à l'université où là j'ai fait la physique théorique. Je suis diplômé physique théorique. Et dans les années 70, grâce aux médias, on entend parler d'une petite pépé qui s'appelle Lucie. Et j'ai craqué, et c'est Lucie qui m'a fait craquer, qui m'a défroqué la physique théorique. Et j'ai rencontré un de ses papas qui s'appelle Yves Coppens. Et en gros, il m'a dit, des incompétents comme vous, on en a besoin. Et Yves Coppens, qui se dit non lamarckien, enfin, qui se dit lamarckien et non darwinien, est en fait un monsieur très darwinien, parce qu'autour de lui, il a en fait attiré des personnes, moi et d'autres, bien sûr, je ne suis pas le seul, c'est ça qui est formidable, qui étaient d'autres formations. Par exemple, le développement de la génétique dont on parle aujourd'hui, car vous savez que dans cette salle, tous les noms africains, alors je ne sais pas s'il y a des gens d'origine africaine, je ne vois pas ici, nous avons 2 à 4% d'ADN de Néandertal. On m'aurait dit il y a 30 ans, quand je suis rentré dans ce métier, que nous aurions l'ADN, c'est-à-dire le génome de Néandertal, j'aurais dit à cette personne, attends, tu rêves. Or, nous avons l'ADN de Néandertal aujourd'hui. Moi-même, j'ai appelé l'éthologie, parce que l'on parle des grands sages aujourd'hui, personne n'en parlait depuis Darwin jusqu'à moi, et aujourd'hui, on parle des mots, des grands sages, etc. Et donc, tout ça, ce sont des sources d'innovation. L'interdisciplinarité est évidemment un des aspects les plus importants. Alors, dans vos parcours personnels, bien sûr, la partie de M. Lovera, mais aussi dans vos rencontres. Et en discutant avec des directeurs de cette institution tout à l'heure, j'ai pu apprécier la diversité des enseignements qui vous sont proposés. Car, en définitive, trop longtemps, me semble-t-il, on a fait en sorte que les étudiants soient formés de manière hyper technique, hyper spécialisée, pour remplir des fonctions. Aujourd'hui, c'est la condition nécessaire, mais surtout de continuer avec l'adaptabilité, c'est-à-dire à notre capacité, tout au long de nos vies, de changer, car on ferait plusieurs métiers dans notre vie. Moi-même, c'est un petit peu particulier pour ma génération, mais moi je le fais tous les 10 ans. Je n'ai pas changé de cœur de métier, mais j'ai changé de domaine d'application de mon métier, des fois mon propre chef, et des fois, comme à la suite de cette sollicitation, parce qu'on est venu me chercher, mais je me suis intéressé, ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est construit, bien évidemment. Et le monde dans lequel vous êtes, en fait, a été créé au moment des Lumières, les Lumières écossaises, dont on ne parle jamais. On parle, nous, en France, des Lumières françaises, bien sûr, mais on a oublié qu'ils étaient associés à des gens qui étaient autour de l'Université d'Édimbourg. Il y avait un club qui s'appelait le Club de la Lune. Alors, ça n'a rien à voir avec Elisabeth Tessier, et puis, non, ils se réunissaient évidemment à la faveur de la pleine lune tous les mois, parce qu'évidemment, la nuit, il n'y avait pas d'infirmière à l'époque. Thomas Edison, d'ailleurs, au passage, je suis très content parce que j'ai trouvé une raison de ma présence ici, puisque vous avez Thomas Edison qui, quand même, a changé notre monde, l'inventeur, il y a plus d'un siècle, donc, de l'ampoule, et puis en bas, ça ressemble furieusement à un arbre phylogénétique dont on se sert, nous, pour en constituer l'évolution. Donc voilà, j'ai trouvé la raison d'être parmi vous aujourd'hui. En attendant, il y avait dans ce groupe, rapidement, un monsieur qui s'appelait Adam Smith, un monsieur qui s'appelait Darwin, le grand-père de Charles Darwin, Erasmus Darwin. Il y avait un monsieur qui s'appelait Joseph Legge, il y avait un monsieur qui s'appelait James Watt, un monsieur qui s'appelait Matthew Boynton, un associé qui passait de temps en temps qui s'appelait Benjamin Franklin, et un certain monsieur Jefferson. Et j'en ai oublié quelques-uns. Erasmus Darwin est un médecin absolument génial. En France, on parle de Marie Vaudet pour des raisons très liées à la culture française. Et à l'époque, en Angleterre, on parlait de Darwinisme. Erasmus Darwin est un personnage qu'on appelle en France, on appelle en anglais Man of All Seasons, c'est-à-dire qui touchait à beaucoup de choses, mais avec talent. C'est lui qui a l'idée d'utiliser l'électricité pour allumer les corps. Ben, c'est ça aujourd'hui qui sert pour les électrocardiogrammes, l'électromyographie, qui sert aussi pour quand vous avez des problèmes d'électrochoc, etc. C'est lui qui invente le puits artésien, c'est lui qui invente le wagonnet qui ne se renverse pas, c'est lui qui invente la machine à parler, et c'est lui qui invente la direction dans ses charrettes qui sera utilisée un siècle plus tard par Citroën. Or, ce monsieur n'a jamais, en fait, déposé les brevets sous son nom.
parce que ça ne faisait pas sérieux en tant que médecin. Et puis M. Wedgwood. Sans M. Wedgwood, vous ne seriez pas là. 9e enfant d'une famille de potiers, donc pas pauvre et pas riche. Et il attrape une vilaine variole, ce qui l'amène à être amputé, à l'âge adulte d'ailleurs, à sa demande, du genou. Alors quand vous êtes potier, activez le pédalier du tour de potier avec une jambe en moins, c'est pas gagné. Donc il est obligé de lever. Et ce monsieur va voir M. Matthew Walton, qui est l'ami de James Watt, qui sont dans ce même club, et il décide d'inventer la première machine mécanisée au monde qui va produire un travail productif dans une usine, dans les fameuses industries Wedgwood, qui sont les fameuses faïences anglaises de la reine d'Angleterre. Et il ne va pas s'arrêter là, parce qu'effectivement, il va inventer le sponsoring avec la reine d'Angleterre, il va inventer le catalogue, il va inventer un acheté, deuxième gratuit, et satisfait ou remboursé, vous voyez, avant d'article. Bon. Embaucher des handicapés. Ils sont obligés d'innover. Embaucher des gens différents, ils sont obligés d'innover. Et là, c'est le monde de Darwin que je vais vous décrire. Dans l'innovation, quand je vois ce qui se produit dans la littérature et dans les débats que je peux avoir, nous autres, nous sommes excellents dans ce qu'on appelle la créativité. C'est-à-dire la créativité, c'est une faculté de l'espèce humaine de se dire je vais inventer des choses. Alors on ne fait pas la créativité pour la créativité, monsieur Levera l'a dit, mais vous allez voir, je vais mettre une option importante là-dessus. Derrière cela, moi j'entends souvent de dire que innover, c'est répondre au marché. Le marché vous pose des contraintes, donc il faut s'adapter au marché, donc il faut innover, et les définitions ont été données tout à l'heure d'ailleurs, c'est satisfaire les clients, les nouveaux produits, etc. C'était dit tout à l'heure. Bien. Ok. Ça, c'est ce que j'appelle l'innovation active. C'est-à-dire que nous percevons l'environnement, ses contraintes, le marché, et nous essayons d'apporter de meilleurs éléments, de telle sorte que nous puissions gagner des parts de marché et d'avoir plus de succès, et de faire que l'entreprise ou les entreprises puissent croître. Ça, on sait faire. Ça, c'est absolument nécessaire. Seulement, on vous a appris que, par exemple, l'invention des agricultures, je dis bien des agricultures, est une réponse à cette expression célèbre qui dit que les inventions sont les filles de la nécessité. Bon, voilà le tableau. Nous sommes il y a 10 000 ans, réchauffement climatique. Et là, les hommes et les femmes, on ne sait pas pourquoi, enfin on sait comment en tout cas, ils font de plus en plus de gosses. Pourquoi on ne sait pas. Comment on sait. Bon, ça n'a pas changé non. Ouais. Mais derrière cela, on se dit oui, ils ont eu plein de gosses, et ils ont fait un petit séminaire, allez, on va aller voir à la session GEM Innovation. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien les cocos, inventer l'agriculture. Ah ben non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est parce qu'ils avaient déjà inventé des connaissances et des modes de jardinage et d'horticulture qui étaient en fait tout à fait accessoires dans leur mode d'économie antérieure de chasseurs-collecteurs plus ou moins accentués, que lorsque sont arrivées les nécessités ou les difficultés, eh bien ils ne sont pas dit on va inventer l'agriculture, ils avaient déjà les outils, les innovations autour d'eux, qui n'étaient pas des réponses nécessaires immédiatement, et qui vont, en étant rassemblés, faire une révolution qu'on appelle les révolutions néolithiques. Et ça, c'est darwinien, mais je vais l'expliquer dans un instant plus en détail. Alors, la créativité, bien sûr, ça a été très bien dit sur l'exemple de l'architecture. Là, c'est assez intéressant parce que les premiers abris qui ont été construits par les hommes pour se protéger du milieu extérieur, ça remonte à au moins 2 millions d'années. Alors moi, j'ai l'habitude de ces millions d'années. Un jour, quelqu'un me demande, M. Pink, quel est l'âge de Lucie? 3 125 000 ans. Alors, l'autre personne a secoué. Il dit avant ou après Jésus-Christ? On va prendre un peu de temps là. Des fois, je tombe sur des sévères, je peux vous dire. Bon, voilà. En attendant, oui, pendant des millions d'années, construire des abris, construire des maisons, des immeubles, la ville, c'était pour se protéger du monde extérieur. Pour avoir du confort, se protéger des agressions climatiques, voire évidemment des agressions des fauves. Enfin, je peux vous dire que depuis 2 millions d'années, la plus grosse bête qui fait chier tout le monde, c'est l'homme. Hein, donc, le plus gros danger, c'est pas les tigres incansables, etc., c'est vraiment les autres hommes. Donc tout ça, ça amène des fortifications, etc. Bon, bref. Mais derrière cela, nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle pompeusement en science un changement de paradigme. Le seul domaine dans lequel le Grenelle bleu de l'environnement a vraiment apporté des stimulations pour l'innovation, c'est justement
tout ce qui était issu de ces rencontres, puisque là, vous voyez, changement de paradigme, maintenant on commence à construire des maisons, des immeubles, qui ne sont plus pour nous protéger du monde extérieur, mais qui sont faits pour nous donner du confort à l'intérieur et protéger aussi le monde extérieur. Donc à partir de là, c'est une source d'innovation nouvelle, avec les bâtiments de haute qualité. Tout à l'heure, on l'a dit, les sources d'innovation, c'est les stratégies qualitatives. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler dans les détails, des stratégies complexes qu'on a dans l'évolution, qui sont effectivement une des sources d'innovation, c'est tout ce qui est du domaine qualitatif. Donc à partir de là, le bâtiment en France, malgré les surprises, se porte quand même assez bien parce qu'effectivement, il y a eu des sources de stimulation pour l'innovation à travers donc, le développement des bâtiments de haute qualité, énergie positive, etc. Alors qu'inversement, les Espagnols, qui sont dans bien des difficultés comme vous le savez aujourd'hui, le miracle espagnol n'a pas duré longtemps parce que justement, ils n'ont pas développé des stratégies qualitatives, ils ont bétonné à tout berzingue sans s'intéresser à cela, et ça, c'est ce qu'on appelle les stratégies R chez nous, et ces stratégies ne sont jamais pérennes, et quand l'environnement change, ça fait des pertes de sélection extrêmement drastiques avec 25% de chômage. Ils n'ont jamais investi dans la qualité et l'économie des connaissances, malgré d'ailleurs le protocole de Lisbonne. Bon, vous voyez, donc les considérations qualitatives aujourd'hui, ce sont les seules qui vont nous permettre à nous, les sociétés occidentales, de résister dans le cadre de la mondialisation et de la compétition mondiale. Et nous avons les capacités. L'autre chose, c'est aussi à l'intérieur des bâtiments. La domotique, le terme a été dit. Un jour, j'en reçois un coup de fil, il y a 5 ans de cela, des gens qui avaient organisé le premier congrès de domotique dans le sud de l'espace européen. Et la dame qui m'appelle, au téléphone, je sens un scepticisme profond. Grosso modo, on s'intéresse à la domotique, et je suis en train de parler à un paléanthropologue qui est de l'âge des cavernes. Et le décalage se sentait avec un scepticisme profond au téléphone. En fait, elle n'avait pas l'idée de venir me voir, cette dame, sauf qu'ils attendaient une anthropologue, l'anthropologie appliquée, et ces deux dames n'ont pas pu venir, et Michel Godet, donc une dame, avait dit tiens, allez voir Pascal Pic. Mais là, la dame, franchement, elle dit, vous ne connaissez pas du tout, évidemment. Je lui ai dit écoutez, madame, on ne va pas discuter une heure, je vous envoie un résumé, si ça vous plaît, je viens, sinon, je suis ravi d'avoir eu cette conversation. J'envoie le résumé, et c'était le texte du colloque. En gros, j'arrive, et au moment où c'est mon tour, donc il y a des architectes, des talentueux qui parlent de ça, les autres ingénieurs se tirent. Ce paléoanthropologue, qu'est-ce qu'il va nous apprendre, ce mec avec ses fossiles et ses chimpanzés. Et j'en ai attendez, il faut nous rester parce que vous allez peut-être avoir quelques surprises. Il y avait eu dans ce colloque un film, comme on a vu là, qui présentait justement les robots japonais. Vous savez qu'aujourd'hui on peut acheter des aspirateurs qui sont assez intelligents, etc. Donc voilà. Et je ne savais pas pourquoi les Japonais font ça. Et ils réfléchissaient comme des ingénieurs. C'est-à-dire, ils voyaient la performance technique, ces robots extraordinaires qui font des tas de trucs, on rentre dans la maison, ça y est, j'écoute ma musique préférée, enfin que des gadgets en fait. J'ai dit, vous savez d'écouter ce qui se passe dans le monde. Premièrement, on est dans le Grenelle 2, c'est à cette époque-là, donc il y a 5 ans. J'ai dit, vous n'avez pas posé la question de la domotique en rapport avec le Grenelle 2? Pas du tout. Donc vous n'avez pas vu les stimulations pour l'innovation. Et puis j'ai dit, vous savez pourquoi les Japonais font des robots comme ça? Eux, ce qu'ils voyaient, c'est des gros joujoux. Mais les Japonais sont animistes. C'est-à-dire que contrairement à nous, qui sommes dualistes, et c'est là que l'anthropologie culturelle arrive au moment où on n'y attendait pas, nous sommes des élèves de Descartes. Il y a l'homme et l'animal. L'animal, la Chine, nous sommes les seuls à avoir une conscience, etc. Ce qui fait marrer les chimpanzés tous les jours, je peux vous le dire. Mais en attendant, nous sommes comme ça. L'animal est une machine, voilà, il n'y a pas de sensibilité. C'est pour ça qu'en France, il n'y a pas d'éthologie. Vous avez devant vous quasiment le seul éthologue. Alors que je ne suis pas anthologue, je suis anthropologue. Donc on est très en retard là-dessus. Par contre, les Japonais, eux, c'est l'inverse. Pour eux, toute la nature, c'est la même âme, c'est le même esprit, et nous différencions que par la forme. Donc pour un Japonais, qu'un animal n'ait pas de pensée ou de raison est absolument inconcevable en raison de leur conception fondamentale du monde, ce qu'on appelle les cosmogonies et des ontologies. On a tendance à des conséquences, parce que l'innovation est un fait de culture. Or, pour les Japonais, leurs robots qui bougent comme ça, eh bien, ils ont une âme, ils sont anthropologiques, et ils sont dans l'assistance aux personnes âgées, évidemment. Alors que chez nous, se faire assister par un robot est quelque chose de péjoratif, de non concevable. Donc, voyez comment nos croyances fondamentales peuvent être des freins ou des sources à l'innovation. Et je leur ai dit,
faites des robots en plus qui ne marchent pas bien. Alors là, si non seulement nous en avons une couche, mais là, ils sont de notre gueule. Ouais. Mais non, pas du tout. Parce que je vous dis une chose, chers amis, la retraite à 55 ans, et les programmes de télévision, merci pour Alzheimer. Ça nous rend compte. Il faut faire des machines qui vous obligent à réfléchir, qui ont des comportements erratiques, qui vous obligent à gérer un environnement dans lequel les personnes ne seront pas assistées. Parce que la seule façon de ne pas avoir Alzheimer, c'est de continuer à bosser, avoir une vie sociale, affective et culturelle. Donc, si on nous fait tout, et je vous renvoie vers une nouvelle qu'il faut que vous lisiez absolument, que personne n'a lu, qui s'appelle La planète des singes de Pierre Boulle, c'est très court, et c'est absolument génial. Sur la planète des singes, qui est la planète Soror, qui veut dire la sœur, comme vous le savez, c'est les grands singes qui ont pris le pouvoir sur les hommes. Et là, les grands singes expérimentateurs ont des hommes comme cobayes et des femmes qui ne parlent pas, ce sont des animaux tels qu'on les conçoit dans la culture occidentale, dans la culture française. Et là, par une espèce de psychose, psychanalyse provoquée, une femme qui ne parle pas normalement évoque les souvenirs et elle dit ceci. Inconsciente. Elle dit sur la planète Soror, tout allait bien. La vie était merveilleuse, les villes étaient parfaites, et les machines nous faisaient presque tout. C'est le film iRobot, par exemple. Et pour le reste, nous avions domestiqué les grands singes qui nous faisaient tous les services et tout ce dont nous avions besoin. Alors, au fil du temps, nous avons été de moins en moins actifs physiquement, de moins en moins actifs intellectuellement. Et pendant ce temps, les grands singes nous observaient. Ça fait froid dans l'eau. Et bien, c'est ça les enjeux de la vie de demain, de l'innovation, effectivement. C'est comment, à l'intérieur, à l'extérieur, ça a été très bien dit, et ça, c'est de la créativité. Donc, mais vous voyez que les aspects culturels sont importants, c'était très bien dit. Vous savez que nous sommes des espèces qui sont extrêmement conservatrices. C'est pour ça que c'est difficile de donner. Les gens nous disent, on a toujours fait comme ça. D'abord, mon œil, mais attendez, on a pris des chimpanzés. On les a mis dans une salle comme ça, puis dès qu'ils vont dans le coin à droite, là, les 12 incendies se déclenchent. Alors les chimpanzés sont intelligents, ils n'aiment pas l'eau, donc ils ne vont pas dans le coin. Vous enlevez 2 chimpanzés qui connaissent, vous en mettez 2 naïfs. Ils ne sont pas stupides, mais ils ne connaissent pas l'histoire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans le coin. Et les autres chimpanzés leur tombent dessus, évidemment. Et comme ce n'est pas de la pédagogie d'Olto, les autres comprennent bien qu'il ne faut pas y tourner rapidement. Et petit à petit, vous retirez tous les chimpanzés qui connaissent l'histoire. Et vous avez créé un tabou. Or, en fait, ne pas aller dans le coin, c'est très intelligent comme réponse adaptative. Mais qui dit qu'au fil du temps, puisque votre société aura évolué, vos techniques, vos capacités, vos organisations, il n'y a pas de route des sources d'innovation que vous pouvez avoir dans ce point-là. Vous voyez? Vous savez pourquoi on monte toujours à gauche d'un avion? Ça va plaire à vous, cher ami architecte. Pourquoi on monte toujours à gauche d'un avion et on descend à gauche d'un avion? Pourquoi Airbus, qui voudrait qu'on débarque et qu'on embarque à gauche et à droite, ne peut pas trouver d'aéroport ou d'aérodrome dans lequel on peut décharger à gauche et à droite? Parce que les premiers pilotes de chasse pendant la Première Guerre mondiale étaient des cavaliers. Et ça, pour ça, on sait pourquoi on monte à gauche d'un cheval. Nous sommes des êtres d'habitude. Le clavier des ordinateurs. Vous savez pourquoi il est aussi merdique au clavier? C'est tout fait exprès. Anti-ergonomique. Parce que les premiers dactylos qui tapaient sur les machines Remington avec les branches, elles allaient trop vite. Donc on a fait exprès les branches pour les ralentir. Sauf qu'on n'a pas pu ralentir les femmes, donc il a fallu inventer autre chose. Et donc aujourd'hui, on peut changer ce clavier, mais on ne le fait pas parce que nous sommes des êtres d'habitude. Et c'est assez extraordinaire. Et ça, c'est des freins à l'innovation. Je me tue à expliquer que nous vivons sur des adaptations du passé. Et il nous faut construire des adaptations de demain. Mais construire les innovations de demain, ce n'est pas faire abrasion du passé. Je rappelle que l'homme ne descend pas du singe. Nous sommes des singes. Nous avons les mêmes gènes que les chimpanzés. Ça, c'est le gros gag du séquençage du génome. On disait il y a 15 ans, l'homme est compliqué. Allez, 300 000 gènes. Mais à la louche, on ne savait pas. Le grain de riz, c'est pas compliqué. 10 000 gènes. Mais à la louche. Résultat du séquençage, l'homme, c'est 25 000 gènes. Le grain de riz, 50 000. Il y en a qui sont vexés des deux côtés. Donc, et en fait, on a longtemps dit, vous l'avez appris comme moi à l'école, que l'homme c'est un animal plus, c'est-à-dire l'homme est un animal qui marche debout,
ou qui fait l'amour face à face, ou qui a la raison, ou qui a l'intelligence, ou qui a la culture, qui a l'outil, qui a l'empathie, qui a on a un animal quelque chose en plus. Et lorsque le séquençage du génome du chimpanzé est arrivé, je travaillais avec les étudiants et les étudiantes de Bichat là-dessus, en médecine, et on lit une conclusion qui est celle-ci. À terme, quand nous aurons une cartographie précise du génome de l'homme et du chimpanzé, nous trouverons le gène de la bipédie, du langage et toutes les choses que je vous ai dites. J'ai une étudiante qui se lève et qui dit « Mais monsieur, y aura-t-il aussi le gène de la connerie ?» Elle a eu un 120 celle-là. Ben oui, en fait, c'est ce qu'on appelle les bricolages de l'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons les mêmes gènes que les chimpanzés. Mais c'est la manière dont ces gènes se sont exprimés. C'est comment, avec des architectes, vous leur donnez les mêmes matériaux, les mêmes contraintes, vous avez des œuvres radicalement différentes. Et ça, c'est ce qu'on appelle, chez nous, les bricolages de l'évolution.